Bonjour à tous et bienvenue à cette discussion en live et en ligne sur le Covid-19, la pandémie de Covid-19 et plus spécifiquement Médecins sans frontières et la réponse de Médecins sans frontières face à cette pandémie. Je suis Claire Magone, je suis la directrice de la communication de MSF France et c'est moi qui animerai cette discussion pendant environ 45 minutes sur la base des questions que vous nous avez posées ces derniers jours, qui nous sont remontées ces derniers jours et des questions que nous vous invitons à continuer à poser pendant la discussion. Donc, pour alimenter cette discussion, je vous présente nos deux intervenants. Isabelle Defourny, docteur Isabelle Defourny, qui est directrice des opérations d'MSF France, c'est-à-dire que c'est la personne qui coordonne, met en place l'ensemble des interventions de Médecins sans frontières dans le monde, et Thierry Alafort-Duverger, qui est le directeur général de Médecins sans frontières. Donc, tous les deux ont en commun d'avoir une grosse expérience opérationnelle, une grosse expérience de terrain. On peut même dire que vous êtes des vétérans de Médecins sans frontières puisque vous avez rejoint l'association dans les années 90 et avez beaucoup travaillé sur des terrains en lien avec des épidémies et des urgences. Donc, je pense que nous allons pouvoir aborder à peu près toutes les questions qui se posent avec vous. Pour commencer, je vais demander à Isabelle finalement de répondre à une question un peu simple en apparence, qui est que fait Médecins sans frontières en fait dans cette pandémie qui, par nature, touche le monde entier, mais aussi finalement des régions dans lesquelles Médecins sans frontières n'a pas l'habitude d'intervenir. On pense à l'Europe, aussi l'Amérique du Nord, région où l'épidémie est particulièrement meurtrière et virulente. Donc, que fait MSF dans dans ces contextes spécifiques et quelles sont les priorités d'intervention plus largement d'MSF dans le monde? À toi la parole. Bonjour à tous. Je vais commencer par vous donner donc quelques informations sur nos projets. Comme vous le savez, l'épidémie de coronavirus a continué à se propager et des cas sont apparus dans tous les pays où nous intervenons. Et dans ces pays, nos objectifs sont de protéger le personnel, de maintenir des activités de soins essentiels, donc des activités autres que le Covid, et bien sûr de mettre en place des activités de réponse à l'épidémie. Aujourd'hui, dans nos projets, ce que nous voyons, à l'exception des États-Unis, de l'Europe et de l'Iran, c'est que nous ne faisons face nulle part à un débordement du système de santé, ni même à une augmentation du nombre d'hospitalisations. On peut l'expliquer peut-être par un stade précoce de l'épidémie ou par éventuellement des cas moins sévères chez une population plus jeune, mais nous ne pouvons pas non plus exclure la possibilité de nombreux décès à domicile, et ceci en raison d'un faible accès au système de santé dans nombreux des pays dans lesquels nous intervenons. Donc voici quelques exemples. Aux États-Unis et en France, où la réponse des États est conséquente et le nombre de décès rapportés très élevé, les équipes de MSS se concentrent sur les populations en situation précaire essentiellement. En France, par exemple, nous avons des équipes mobiles qui font des consultations auprès des personnes qui sont à la rue ou qui sont logées dans des hébergements collectifs d'urgence. Nous assurons les soins de santé généraux et nous permettons également à des personnes qui sont diagnostiquées positives pour le Covid, qui sont peu malades, d'être isolées et d'être suivies médicalement dans des centres qu'on appelle des centres Covid+. Par exemple, à Châtenay-Malabry, nous sommes en charge de la santé de l'ensemble des pensionnaires de ce centre. Nous donnons aussi un coup de main à certains hôpitaux, par exemple à Reims et à Mondor, où nous y avons monté à Reims une tente destinée à 12 lits de réanimation. Et à Mondor, nous avons mis en place des lits qui sont des lits qui accélèrent la sortie de l'hôpital, donc qui libèrent des lits de médecine à l'intérieur de l'hôpital, donc pour des gens qui sont presque guéris. Et dans ces deux hôpitaux-là, nous faisons aussi un appui à la cellule de crise de l'hôpital. Et enfin, nous avons aussi deux équipes qui travaillent dans 9 EHPAD, dans le 94. Là, ce que l'on fait, c'est amener des conseils et aider les équipes de l'EHPAD à s'organiser, à mettre en place des précautions d'hygiène, mais on organise aussi des consultations médicales, parce que très souvent, les médecins de ville, pour diverses raisons, ne sont plus venus dans ces EHPAD et on y trouve parfois des situations très, très compliquées.
Alors, tout à fait un autre contexte en Asie. Nous travaillons aux Philippines, un pays où l'épidémie augmente, avec environ 300 décès notifiés pour le moment. Et là, nos équipes démarrent des lits de prise en charge de patients atteints par le Covid. Au Pakistan, là, nous avons mis la priorité à maintenir la maternité de Peshawar, mais malheureusement, les activités ont dû être temporairement suspendues suite au diagnostic de 2 staffs contaminés. Au Bangladesh, diverses équipes MSF se préparent à l'arrivée de l'épidémie dans les camps de 700 000 réfugiés Rohingyas. Et en Afghanistan, qui est un autre pays très inquiétant, ça est à la frontière de l'Iran que la cellule des urgences répond à l'épidémie en organisant le triage des patients suspects Covid à l'entrée d'un hôpital et en mettant en place des activités d'accès à l'eau destinées à des déplacés. En Irak, par contre, pour rester dans la région, en raison d'une pénurie de masques, nous n'avons pas réussi à monter un centre de traitement et nous appuyons le ministère de la Santé à Bagdad. Et enfin, pour terminer, un petit tour par l'Afrique, au Burkina Faso, qui est un pays qui est déjà dans une crise sévère et un pays prioritaire pour MSF. En plus des activités de réponse aux conflits et aux déplacements de population que nous menons, l'équipe des urgences vient de démarrer un centre de traitement du Covid à Bobo-Dioulasso. Là, nous avons à ce jour environ une dizaine de patients. Enfin, au Mali, nous essayons à la fois de maintenir une très grande pédiatrie avec environ 15 000 enfants hospitalisés chaque année. On essaye aussi de garder des projets qui délivrent des soins de santé à des populations qui vivent dans des zones de conflit. On essaie aussi de s'occuper de nos patients atteints de cancer du sein et du col. Et enfin, on travaille avec le ministère dans un centre de prise en charge de patients atteints par le coronavirus. Alors, une des questions importantes pour résumer, c'est bon, voilà, que faire? Quelles sont les actions les plus importantes, les plus utiles dans ces pays, dans les pays à ressources limitées? On sait que la réponse au Covid en France et dans la plupart des pays européens et aux États-Unis s'appuie sur le confinement quasiment généralisé de la population, ceci pour limiter l'apparition de nouveaux cas sévères et le débordement des hôpitaux et des services de réanimation. Bon, dans la plupart des pays à ressources limitées où nous travaillons, le confinement généralisé des populations n'est pas réaliste ni même souhaitable. En effet, pour toute une partie de la population, leur survie dépend de leur capacité à trouver des moyens de subsistance au jour le jour. Et puis, il faut aussi noter le fait que l'enjeu n'est pas nécessairement là d'éviter le débordement de services de réanimation qui finalement sont inexistants ou drastiquement sous-équipés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est 3 choses. La première, c'est de donner la possibilité à tous, à la population générale, de se protéger, de ne pas infecter leur entourage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire renforcer la sensibilisation sur les gestes barrières, mais aussi mettre à disposition des masques grand public. Donc, ce sont des masques en tissu, des masques qui peuvent être produits localement et qui sont différents des masques pour les soignants. Donc, mettre à disposition ces masques grand public, mais aussi augmenter les possibilités de lavage des mains. Donc voilà, MSF a commencé à produire au Mali et en Côte d'Ivoire, notamment ces masques en tissu. On met en place des distributions de savon, par exemple au Libéria, ainsi que des points d'eau dans des quartiers de la ville de Bamako où il y a eu des cas confirmés, mais aussi dans des camps, par exemple en Afghanistan ou en Syrie. Donc voilà, ces mesures, elles sont particulièrement importantes pour les personnes qui risquent de développer les formes les plus graves de la maladie, donc les personnes âgées, les personnes affectées par des maladies chroniques, diabète, hypertension, cancer, mais aussi VIH et tuberculose. Et ces personnes nécessitent un suivi particulier que nous essayons de mettre en place dans différents pays. Le second point très important, c'est d'assurer la prise en charge des malades dans des centres de prise en charge qui sont en fait des unités de prise en charge de la détresse respiratoire. Et là, l'enjeu principal, c'est de fournir de l'oxygène en quantité suffisante avec des méthodes non invasives qui n'ont pas besoin de surveillance étroite ni de techniques ou de compétences médicales pointues. Donc, par exemple, au Burkina Faso, MSF s'apprête à acheminer une centrale qui permettra de produire de l'oxygène en grande quantité. Le dernier point que je voulais souligner, et qui en fait est quasiment notre première priorité, c'est de maintenir la continuité d'activité médicale vitale dans les projets MSF et dans les hôpitaux des pays où on travaille. Donc ça, c'est un point extrêmement important. Si on prend par exemple l'exemple du Mali ou de Borno au Nigeria, chaque année, on hospitalise environ 15 000 enfants et sans ces soins,
on peut imaginer que le tiers ou la moitié d'entre eux décéderaient. Au Yémen, par exemple, MSF travaille dans une vingtaine d'hôpitaux et assure une grande partie de l'accès aux soins généraux pour la population, donc que ce soit dans des pédiatries, des maternités ou en chirurgie. Tout ceci nécessite que le personnel ait accès à des masques, à des équipements de protection, mais aussi à ce que les hôpitaux soient réorganisés avec des lieux de triage à l'entrée où on essaie de séparer les patients suspects des autres, que les distances entre les lits soient augmentées. Tout cela parce que nous faisons extrêmement attention à ce que les hôpitaux ne deviennent pas des lieux de contamination majeure et d'amplification de l'épidémie. De plus, il est extrêmement important de maintenir des activités de soins primaires. Bon, ceci en essayant en évitant des rassemblements importants de patients dans des centres qui sont en général extrêmement fréquentés. Par exemple, au Niger, nous travaillons avec des agents de santé qui vont assurer le traitement du paludisme en dehors des centres de santé, dans les villages, en faisant également du porte-à-porte. Dans les centres nutritionnels, on maintient une distance entre les mères et les enfants. Voilà, au Niger, chaque année, on prend en charge environ 20 000 enfants atteints de malnutrition aiguë sévère, dont certains sont en danger de mort imminente dès leur admission. Ce sont évidemment des activités qu'on ne veut pas arrêter. Il y a aussi les activités de vaccination qui sont très importantes, particulièrement les activités de vaccination d'urgence lors d'épidémies de rougeole. On sait que déjà un certain nombre de pays ont arrêté leur campagne de vaccination. Voilà, pour assurer ces 3 priorités dont je vous ai parlé, il faut à tout prix protéger les soignants, à la fois dans les centres dédiés au Covid, mais aussi dans les autres centres qui assurent des soins vitaux. Protéger les soignants, c'est pour éviter à tout prix qu'ils soient malades et que certains centres ferment leurs portes. Or, aujourd'hui, la plupart des pays n'ont pas les moyens d'assurer une protection de leur personnel médical, n'ont pas peu accès aux masques. De notre côté, malgré nos efforts et quelques donations, nous n'avons pas nous-mêmes, nous n'avons aujourd'hui qu'un stock de quelques semaines pour maintenir nos activités. Et ceci est également vrai dans la plupart des hôpitaux où nous travaillons en collaboration avec les ministères de la Santé qui, eux non plus, n'ont pas accès à ces équipements. Merci beaucoup Isa, merci beaucoup pour cette introduction très panoramique et j'en profite pour souhaiter la bienvenue à ceux qui nous rejoignent en ligne et qui peuvent continuer à nous poser des questions. On en a déjà quelques-unes que j'ai bien en tête qu'on posera au fur et à mesure et il y en a d'ailleurs une qui va faire la transition avec toi Thierry puisque, et avec aussi ce que vient de dire Isabelle, c'est la question de la protection de notre personnel et finalement peut-être plus largement des contraintes auxquelles on fait face dans ce contexte-là. Évidemment, la question, entre autres contraintes, de ce fameux matériel de protection dont on sait qu'il est en pénurie au niveau mondial. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Donc, bonjour à tous. Donc, voilà, comme le disait Isabelle, clairement, on a un problème, nous, mais ce n'est pas spécifique à nous. Vous lisez tous les journaux, vous voyez la télé, il y a une guerre des masques, une diplomatie des masques, on l'a vu. Et nous, on est, comme le disait Isabelle, à quelques semaines de la pénurie pour nos terrains. Et voilà. Pour parler de la protection plus largement, qu'est-ce qu'on fait pour la protection des soignants? Et en sachant que la protection des soignants, c'est aussi comme le disait très bien Isabelle, c'est aussi notre axe premier pour pouvoir faire des soins. Ce n'est pas uniquement la protection qu'on doit en tant qu'employeur, mais c'est vraiment protéger les soignants pour pouvoir continuer à soigner nos patients. Alors, il y a plusieurs choses. On prend des mesures pour limiter, comme l'ont fait la plupart des États, certains actes médicaux que l'on fait d'habitude qui ne sont pas vitaux. Donc, il y a certains projets qui ont été ralentis, voire fermés. On prend des mesures pour les gens qui sont plus à risque, les comorbidités, l'âge de certaines de nos équipes internationales comme nationales, à qui on a demandé d'arrêter de travailler et qu'on supporterait économiquement le temps de cette épidémie. Mais avant tout, et puis il y a toutes les mesures que l'on met dans nos lieux de soins, mais la première chose, c'est de pouvoir fournir ces protections individuelles. Et là, on se confronte, malgré quelques donations de certains États, des privés, l'Organisation mondiale de la santé qui nous a fait un don hier, on a du mal à réussir à approvisionner. Alors, les chaînes de production ont en partie redémarré en Chine, mais il y a une très très forte pression.
un certain manque de fair play, je dirais, de certains États. Alors, on voit un certain nombre de discours de solidarité, mais aussi, on voit aussi des pratiques pas très recommandables sur comment vont se répartir ces masques à coût de millions de dollars ou d'euros. Donc voilà, donc nous, on cherche à sécuriser. Et si on devait faire un appel, c'est bien celui-là. Aidez-nous à approvisionner nos équipes, mais ce n'est pas uniquement nos équipes, c'est tous les soignants qui vont être confrontés à cette problématique au jour le jour. Peut-être pour compléter le panorama des contraintes, Thierry, concrètement aujourd'hui, quand on veut envoyer du personnel sur place, comment ça marche, puisque nous-mêmes, on est évidemment confrontés aux fermetures des frontières et des aéroports? Aujourd'hui, on essaye, bon an, mal an, je vais vous dire clairement, en fait, la première chose qu'on a fait, c'est tous ces avions qui partent pour évacuer un certain nombre d'Européens, par exemple, de certains terrains où on travaille, on essaye, nous, de mettre des gens pour pouvoir retourner sur nos missions, en évacuer d'autres, je vous disais, ceux qui, par exemple, ne peuvent pas rester pour des questions de comorbidité ou autre. Donc. Mais c'est vraiment pas suffisant, il nous faudrait des corridors humanitaires. Il y a pas mal de discussions en cours avec les agences des Nations Unies, avec l'Union européenne, avec certains États, avec des compagnies aériennes pour pouvoir assurer le déplacement de nos équipes. Vous savez, 90% du personnel des MSF sont des personnels nationaux qui vivent dans leur pays, mais on a 10% de cadres médicaux qui sont, et autres qui sont déployés. Et ça, c'est une vraie difficulté aujourd'hui. Alors, il y en a plusieurs. Il y a le fait que beaucoup de compagnies aériennes ont arrêté leur vol, et le fait que les États ont mis en place des décisions sanitaires pour protéger leur pays. On est en train de discuter avec les États dans lesquels on travaille pour voir comment on pourrait faire venir, et ça marche déjà sur un certain nombre de pays, faire venir nos équipes tout en respectant évidemment la quarantaine, quatorzaine imposée. Et on demande aussi d'augmenter la capacité aérienne, comme je vous le disais, auprès des États, de certaines compagnies privées et des agences des Nations Unies qui sont en train d'essayer de mettre en place un certain nombre de choses dans ce domaine. Merci beaucoup. Alors, une question qui a trait à finalement un peu l'épidémiologie et la façon dont la pandémie progresse. Finalement, dans la plupart de nos pays d'intervention, nous demande quelqu'un, il semble que l'épidémie ne soit pas encore explosive. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'elle le soit, Isabelle? C'est une question compliquée, c'est quasiment impossible d'y répondre avec certitude. Mais bon, en tout cas, on s'y prépare, quoi. Dans la plupart des pays où on travaille, je donnais l'exemple tout à l'heure du Burkina Faso, mais ce sont déjà des pays qui subissent déjà soit des crises humanitaires, soit toutes les conditions où l'accès au sang est déjà très faible, les conditions économiques dures pour toute une partie de la population. Donc, on se prépare quand même à ce qu'il y ait des conséquences importantes. Ce qu'il faut aujourd'hui, on ne voit pas. Aujourd'hui, les hôpitaux ne sont pas submergés de malades, ça c'est un fait. Mais on se rend déjà compte de conséquences difficiles pour les populations, notamment autour des mesures de confinement, par exemple. Donc voilà, on espère que l'épidémie, par le fait d'une population plus jeune, mais on espère évidemment que moins de personnes soient malades, soient sévèrement malades. Ceci dit, on se prépare quand même massivement à augmenter les capacités de prise en charge médicale avec de l'oxygène, à protéger de toute façon le personnel soignant qui est en première ligne. Il y a déjà des hôpitaux qui ferment parce qu'il y a un cas ou l'autre, donc ça sont aussi des conséquences très fortes. Et voilà, on suivra ça au jour le jour et on en apprendra comme toujours avec cette épidémie. Tu parlais donc du besoin d'approvisionner les malades avec de l'oxygène, et quelqu'un nous demande si finalement on peut dire que les personnes qui nécessiteront des soins de réanimation lourds dans les pays à ressources limitées ne pourront pas être pris en charge en fait. Est-ce que tu partages ce constat? Mais c'est vrai, c'est une réalité. Très peu seront pris en charge. Il y a quand même
plusieurs pays qui bénéficient d'un certain nombre de lits de réanimation, mais ils sont nettement moins importants qu'en Europe et de toute façon, ils seront saturés. Donc, de fait, un nombre de patients que l'on ne connaît pas encore n'aura pas accès à ces soins-là. Ceci dit, moi, je pense quand même qu'avec un bon niveau de prise en charge et une bonne disponibilité d'oxygène, on peut déjà faire beaucoup pour une grosse partie des malades. Une autre question, bon, pour rester un peu dans des généralités, enfin des généralités, sur le Covid lui-même, quelqu'un nous demande si il y aura la fin du Covid. Alors, on peut le comprendre, est-ce que le Covid peut être éradiqué comme la variole en son temps, ou est-ce qu'on va devoir vivre avec, et qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le Covid, et notamment dans les pays où on intervient? Peut-être pour toi, Isabelle, aussi. C'est aussi une question compliquée. Bon, tout le monde, on mise beaucoup sur le vaccin quand même, hein, sur le développement d'un vaccin qui va manifestement prendre encore plusieurs mois, si ce n'est un an et demi. Donc ça, on espère beaucoup que ce vaccin sera efficace et disponible, mais principalement à des populations ou des pays où finalement qui ne peuvent pas se permettre à ce que la maladie se développe, quoi, qui ne pourront pas faire face à des augmentations très importantes. Donc oui, ce vaccin, il sera utilisé, si ce n'est pour tout le monde, très certainement en Europe en priorité pour des personnes qui sont les plus à risque, mais je pense aussi qu'il sera très utile dans pas mal de régions d'Afrique. Donc on compte beaucoup là-dessus. Concernant le futur, je ne sais pas vous dire grand-chose d'autre. On va déjà voir comment se passe cette première vague épidémique en Afrique, quand ce vaccin sera disponible, comment on peut l'administrer. Voilà. Merci beaucoup. On a plusieurs questions aussi sur des contextes spécifiques. Donc, peut-être toujours pour toi, Isabelle, en ta qualité de directrice des OP. Donc, que se passe-t-il en Syrie? On nous pose cette question-là. Quelle est la situation en Syrie? En République démocratique du Congo, où on sait que bon, il y a eu Ebola, mais il y a aussi une nouvelle épidémie de rougeole qui n'en finit pas. Et un troisième contexte sur lequel on nous demande aussi un point de situation, c'est les camps en Europe et notamment, j'imagine, la Grèce. On pense aux îles grecques, Lesbos notamment, où on sait que les gens vivent dans des conditions déplorables. Mais donc en Syrie, donc il y a environ il y a un bon million de déplacés au nord-ouest de la Syrie qui ont été déplacés en quelques mois, donc une situation déjà extrêmement compliquée. Il n'y a pas aujourd'hui de cas de Covid qui ont été confirmés pour ces populations. L'assistance à ces populations est déjà vraiment complexe aussi parce que nous n'avons pas d'équipe expatriés sur le terrain, mais nous travaillons avec des équipes syriennes depuis de nombreuses années. L'acheminement est compliqué vers la Syrie, etc. Bon, nos équipes essayent au maximum de passer les messages, de distribuer du savon, de se procurer du matériel de protection. On a notamment un centre de prise en charge de brûlés. Voilà, donc une situation complexe, mais sur laquelle nous travaillons au jour le jour. En RDC, alors de fait, il y a une épidémie de rougeole. Ce week-end, de nouveaux cas d'Ebola ont été notifiés à Beni, donc ça a été une mauvaise nouvelle. Et concernant le Covid, ce que nous faisons, nous, c'est, comme dans chacun des pays, de protéger nos activités de soins. Donc là aussi, on a quand même toutes les sections MSF ont des très très gros hôpitaux, prennent en charge vraiment beaucoup de patients. Donc on essaye au maximum d'avoir ce matériel pour que le personnel médical et du ministère de la Santé puissent continuer à travailler. Les autorités congolaises, tout comme d'ailleurs pendant l'épidémie d'Ebola, réagissent activement. Elles ouvrent différents centres. Il y a un centre de prise en charge du Covid qui s'ouvre à Kinshasa et ils nous ont demandé de les soutenir à Goma. Voilà. Donc ça, c'est la réponse s'organise en RDC, mais c'est vrai que c'est un des pays d'Afrique où le nombre de cas est les plus élevé actuellement.
Et alors, dans les camps de Grèce, par exemple, comme à Moria, ça sont des situations extrêmement complexes, hein, avec des personnes qui se retrouvent enfermées dans des tout petits lieux, une promiscuité énorme, absolument toutes les conditions pour que l'épidémie se propage, très peu de points d'eau. Donc là, dans ces situations, et c'est un peu la même chose dans dans les centres de détention en Libye, on voit aucune autre solution que d'ouvrir ces centres. Si on garde ces gens enfermés comme ça et que le virus arrive, ça va faire évidemment des dégâts massifs, quoi. Merci beaucoup, Isabelle. Une question pour toi, Thierry. Sans doute, quelqu'un nous demande ce qu'on pense de la décision, en tout cas la déclaration récente du président américain Donald Trump concernant l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'il a annoncé qu'il allait couper les subventions à l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'on pense que c'est une bonne mesure, voilà, en fait. Et qu'est-ce que peut-être, pour élargir un peu, qu'est-ce que nous-mêmes on attend de l'Organisation mondiale de la santé dans ce contexte? Ce qu'on attend de l'Organisation mondiale de la santé et ce qui s'apprête apparemment à faire, c'est d'essayer d'approvisionner justement en protection les équipes médicales dans de nombreux pays. Et ils vont être confrontés à la même difficulté, hein. Ils ne sont sûrement pas la puissance suffisante en face des États pour pouvoir prioriser par rapport aux besoins. La déclaration du président américain, j'espère que c'est juste une menace sur fond de politique. Il y aura sûrement des choses à redire. On verra dans l'action. Mais pour le moment, je pense qu'il faut plutôt supporter les actions de l'OMS dans ce sens-là, dans le sens de la recherche, dans le sens aussi du travail de la fourniture des PPE. Et nous, on est en discussion avec eux pour voir comment en bénéficier. D'accord, et peut-être pour compléter, finalement, pour toi, c'est quoi les grands principes autour duquel la réponse à cette pandémie doivent s'organiser, puisqu'on a quand même vu pas mal de logiques de repli sur soi, et voilà, qu'est-ce que tu en penses? Pour deux raisons. Alors d'abord, on est une association humanitaire, donc évidemment, la solidarité nous paraît être une évidence. Et les pays les plus en difficulté devraient bénéficier, comme les autres, donc les pays avec des difficultés économiques, des difficultés sanitaires, comme on vient de le décrire, et aussi avec de nombreux, très souvent, on l'a dit, sur nos terrains, beaucoup de patients, peu de médecins. C'est aussi notre réalité, hein, des épidémies de rougeole, de méningite, de malnutrition, des blessés de guerre auxquels on est confronté. Donc, il faudrait avant tout des proportions de protection des soignants par rapport au pays. Je crois qu'on disait en France à un moment donné 24 millions de masques par semaine. Nous, on dit pour 6 mois à peu près, toutes nos actions confondues, on en aurait besoin tout autant pour 6 mois, 25 millions. On est en train de faire les calculs des différents masques nécessaires. On peut l'imaginer pour le monde entier avec cette pandémie. Alors, je disais le côté solidaire, mais le côté aussi, est-ce qu'on va vivre avec le Covid? Alors, Isabelle nous a dit, on espère le vaccin. Mais en attendant le vaccin, la solidarité, c'est une bonne chose aussi, parce que cette épidémie, elle n'a pas de frontières. Elle a peut-être des profils. On commence à voir des profils types de gens qui sont à risque d'attraper cette maladie, voire d'avoir d'être gravement malade dû à cette maladie, mais ce n'est pas des nationalités. Donc, pour des questions épidémiologiques, on ferait mieux de tous vouloir que la pandémie soit traitée au niveau mondial.
Merci beaucoup pour cette réponse, Thierry. J'en profite pour dire bienvenue à ceux qui nous rejoindraient encore. On a encore une quinzaine de minutes à passer ensemble. N'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Une question qui a trait à la question des traitements, en fait. Peut-être pour toi, Isabelle, on nous demande nous-mêmes quel traitement on utilise et ce qu'on pense, évidemment, j'ai envie de dire évidemment, parce que c'est quand même quelque chose qui est largement débattu, notamment en France, de l'hydroxychloroquine. Alors nous, mais comme beaucoup finalement, ce que l'on a fait, c'est que on recommande à nos équipes d'administrer ces traitements à des personnes qui sont confirmées, qui sont positives pour le Covid, et non pas à tout le monde en prophylaxie, en prévention. On pourrait être tenté de donner de la chloroquine, par exemple, à tous les travailleurs de santé en espérant que ça prévienne l'apparition de la maladie chez eux. Alors pourquoi on a pris cette décision? Mais simplement parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de résultats sur l'efficacité réelle de ces différents traitements. Et certains ont des effets secondaires. Même si ces effets secondaires sont rares, ils existent quand même. La chloroquine a des effets secondaires cardiaques. On voit différents articles là, récemment dans les journaux. Donc, on suit de très très près le résultat des études, un peu comme tout le monde. On recommande pour des malades, particulièrement des malades graves, de donner ces médicaments à titre compassionnel. Ceci dit, ce qu'il faut savoir quand même, pour être tout à fait honnête, c'est qu'aujourd'hui, on n'a pas encore ce traitement à notre disposition. Donc ça, il n'existe pas dans les pays dans lesquels on intervient. Les pays, les ministères de la Santé ne les ont pas non plus. Et nous, on n'en a pas encore non plus dans nos centrales d'achat. Voilà. Et sur ces traitements, ce que je pourrais ajouter, c'est qu'un des points qui nous intéresse énormément, la grande étude européenne, l'étude Discovery, elle va mesurer l'efficacité des traitements pour des patients sévères. Nous, ce qui nous intéresse très, très particulièrement sont les études en fait, qui visent à administrer les traitements très tôt, au premier stade de l'épidémie, de la maladie, pardon, pour éviter que les patients deviennent sévèrement malades. Ça, on voit bien tout l'intérêt que pourrait avoir un médicament qui réduirait le nombre d'hospitalisations dans de nombreux pays, notamment en Afrique. Merci beaucoup. Une question sur une de nos opérations dont on a pas mal parlé. C'est notre opération en Iran. Thierry, si toi tu peux répondre. En Iran, où MSF avait envoyé un hôpital et une équipe pour pouvoir soutenir la riposte dans la deuxième province la plus affectée du pays, et où finalement ce projet n'a pas pu se mettre en place. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de nos opérations en Iran? Peut-être si toi tu peux répondre, Thierry, et si besoin, Isabelle, compléter. En fait, on a dû suspendre cette opération. Clairement, on avait eu un appel des autorités iraniennes pour monter cette opération. Donc, je rappelle que c'était un hôpital ce qu'on appelle un hôpital de campagne, donc hôpital gonflable avec une équipe d'une dizaine de personnes, médicaux, paramédicaux et équipe logistique pour monter cet hôpital. Il s'est avéré que les négociations étaient difficiles sur place et que finalement, ils nous ont dit qu'ils n'avaient plus besoin de nos services. Donc, nos équipes sont rentrées. Je rappelle qu'on travaille en Iran depuis très longtemps et on a des équipes aujourd'hui, toujours des équipes sur des programmes réguliers. Notre matériel est encore sur place et on négocie pour ressortir ce matériel aujourd'hui. Merci beaucoup. On a aussi des questions sur la question plus générale de nos choix d'intervention et notamment nos choix d'intervention en France. En fait, on nous demande pourquoi on est intervenu, par exemple, à Reims et pas à Mulhouse, ou dans des endroits où on sait que l'épidémie était particulièrement virulente. Isabelle, en fonction de quels critères faisons-nous nos choix d'intervention en France?
Sur les hôpitaux, comme tu as pris l'exemple des hôpitaux, sur les hôpitaux, ce qui s'est passé, c'est on a été contacté par une quinzaine d'hôpitaux et certains d'entre eux avaient des demandes auxquelles nous ne pourrions pas répondre et pour d'autres, finalement, après quelques jours, ils se sont organisés par eux-mêmes. Donc, un critère d'intervention, mais qui est complètement basique, c'est de pouvoir finalement être utile, quoi, de pouvoir mener des interventions à notre échelle. Et ensuite, pour les populations précaires, on travaille avec l'ARS, avec l'Agence régionale de santé. Donc, on est attentif à leurs demandes. On a mis aussi en place un centre d'appel pour les différents hébergements d'urgence qui suspectent des cas de Covid. Et donc, chaque fois que on est utile, chaque fois que c'est possible, on y répond. Voilà, mais le principal choix qu'on a fait en France, finalement, c'est de s'adresser, de mettre la plupart de notre énergie sur les populations qui vivent en situation très précaire. Et depuis quelques jours, sur aussi un travail dans les EHPAD envers les personnes âgées. Thierry, est-ce que tu veux compléter? Parce que c'est vrai que bon, MSF, comme le dit Isabelle, on est en France de longue date auprès des populations précaires, mais je pense que c'est la première fois qu'on intervient face à une crise sanitaire. Quelles questions ça pose pour une ONG humanitaire médicale à vocation internationale? Tout d'abord, reprenons, hein, même si on est des vétérans, je te remercie, on se sent très vieux là, même si on est des vétérans, c'est une crise inédite, c'est une pandémie qu'on n'a jamais vécue à MSF et ni les uns ni les autres. Donc voilà, on répond aujourd'hui en France, en Espagne, en Italie, aux États-Unis, ce qu'on n'a jamais fait auparavant sur des épidémies ou très très peu. L'épidémie de saturnisme en France, on pourrait y revenir, mais bon, en règle générale, on ne le fait pas. Alors aujourd'hui, on pouvait aussi. Alors, tout d'abord, je pense qu'il faut aussi être clair. On est une goutte d'eau. C'est des systèmes de santé solides où nous, on trouve des brèches. Alors, nos spécificités sont un peu de logistique. Il nous a été demandé pour monter une tente, un peu de connaissance de la médecine de catastrophe, où on apporte un plus quand on discute avec les médicaux dans les hôpitaux. Ne pas oublier qu'un certain nombre de médicaux dans ces hôpitaux sont les mêmes qui seront nos équipes médicales qui partiront demain sur des terrains et qui ont regagné leurs hôpitaux. Je rappelle que beaucoup ne peuvent pas se déplacer à l'étranger, donc on avait aussi plus d'équipes disponibles en France, aux États-Unis, ces équipes internationales qui d'habitude se déplacent et ne pouvaient pas. Donc voilà, donc c'était de la solidarité, ce sont des brèches et finalement, évidemment, là où on se retrouve le plus, c'est auprès des populations qu'on aide habituellement. Pourquoi? Parce que même si ces systèmes de santé et ces systèmes de solidarité sont assez solides, là, il y a toujours les laissés pour compte et c'est là où nous on se retrouve, c'est auprès des laissés pour compte, donc les populations sans abri, les migrants. Aujourd'hui, on est allé un peu plus loin que d'habitude. Merci beaucoup. Dans le temps qui nous reste, on peut peut-être reprendre les deux dernières questions que je vois qui nous sont adressées. Une pour toi, Isabelle, une pour toi, Thierry. Pour toi, Isabelle, c'est quelles informations de Gaza? Est-ce qu'on arrive à intervenir à Gaza et quelle est la situation là-bas? Oui, on est présent, on est présent à Gaza. On a des équipes qui continuent à travailler sur de la prise en charge de patients brûlés, mais aussi de patients qui ont été blessés. On a arrêté toute une partie d'activités qui sont des activités proches, disons, de la chirurgie de reconstruction et qui peuvent être repoussées, mais on continue la prise en charge donc de brûlés aigus ou de blessés aigus. Et alors sur le Covid, on est en discussion avec les autorités qui nous ont demandé de les aider à monter un centre de prise en charge. Pour le moment, il n'y a pas de cas confirmés dans Gaza. C'est évidemment un lieu que l'on surveille de près, hein, une densité de population énorme qui pourrait faire craindre une explosion de l'épidémie et probablement une population qui
qui pourraient être en partie touchés sévèrement. Plusieurs ont des facteurs de risque. Et donc, voilà, donc ça se monte petit à petit. On n'a pas encore de certitude de pouvoir intervenir, mais on est plutôt dans la bonne voie. Là, je dirais. Merci beaucoup Isabelle. Donc, on voit bien qu'MSF, on est très mobilisé, mais que c'est quand même très compliqué, beaucoup d'obstacles sur la route dans un monde à moitié paralysé. Thierry, on nous demande quels sont nos besoins actuels, quels que soient financiers, personnels et autres. Donc, qu'est-ce que peuvent faire les gens qui nous soutiennent et nous écoutent? D'abord, je tiens avant de leur demander quelque chose, c'est de les remercier, parce que je vois que la solidarité, entre autres les donateurs, répondent présents aujourd'hui, et je les en remercie fortement. Alors aujourd'hui, on est un peu comme tout le monde dans le questionnement, quelle va être notre collecte de fonds, quelles vont être nos dépenses. Vous imaginez bien, on parlait d'avions pour déplacer du monde, on parlait de ces millions de matériel de protection dont on va avoir besoin. On a des projets qui sont un peu en stand-by, mais aussi on ouvre de nombreux projets. Donc, c'est clair qu'on va avoir besoin de finances importantes. Et donc, on voit que la solidarité, elle est au rendez-vous aujourd'hui et que notre collecte de fonds et les donateurs répondent bien. On espère que ça va continuer. On a, comme tout le monde, des inquiétudes. Derrière la crise sanitaire, on parle de la crise économique. On espère que la solidarité sera toujours présente malgré cette crise économique. Donc, merci à vous tous, en tous les cas, d'avoir assisté à cela et continuer à nous aider. On vous en remercie. Oui, je les remercie aussi. Je remercie aussi de tous les mots d'encouragement qu'on reçoit, parce que ça fait en fait très plaisir dans cette période où on tente beaucoup et on n'y arrive pas toujours, parce que je parlais de parcours semé d'obstacles, donc ça fait du bien, je pense, pour les équipes de se sentir aussi soutenues par les supporters d'MSF. Voilà, donc c'est l'occasion de le dire. Et je vous remercie beaucoup tous les deux. Et puis, je remercie beaucoup tous les gens qui nous ont rejoints en ligne et qui nous ont posé des questions. Et je pense qu'on se donnera rendez-vous une autre fois pour avoir la suite de l'histoire. Donc merci encore et puis bonne fin de journée, à bientôt.